rapport anti... Alors bonjour, merci d'être venu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Chantal, je suis la présidente des Clés du Rocher, de l'association des Clés du Rocher. Et on fait une conférence par mois sur la spiritualité, médiumnité, numérologie, qu'est-ce qu'on fait, l'ufologie, paranormal. Alors tous les mois, on a des conférences. Alors le 12 mai, je vous le dis, comme ça, il y a une conférence sur la médiumité avec Elisabeth. 19 mai, avec Vinny sur la médiumité. Le 2 juin sur le paranormal. Témoignages, débats, conférences. Alors si vous avez vécu comment on dit ça, des situations paranormales, venir en témoigner, c'est sympa. Voilà. Et je vais vous présenter Christophe aussi, qui est magnétiseur et qui vend de l'eau de guérison. De l'eau informée. De l'eau informée, voilà, viens. Et ensuite, on donnera la parole à Philippe Payard, qui est numérologue, qui aujourd'hui vous parlera de la numérologie de la loi d'attraction. Voilà, je vous souhaite une bonne le lien qu'il y a entre les nombres et la loi d'attraction. Voilà, tu en parleras. Et je laisse la parole à Christophe. Brièvement. Je suis juste derrière pour venir poser les questions. En fait, on a fait des recherches sur l'eau et on a été capable d'informer l'eau de manière un peu particulière. Cette information permet aux cellules de s'ouvrir et de se mettre au travail. Voilà, c'est comme ça. C'est une eau un petit peu dynamisante, booster énergétique. Voilà. Et on ne travaille que sur l'eau. Voilà. Juste pour expliquer ce qu'on fait. Voilà. Mais on a plein d'applications à côté, je vous en parlerai, parce que c'est pas ma conférence. C'est la sienne. Chantal, peux-tu éteindre la lumière parce que si On va le faire. Je vais aller là-bas. Je vais passer là. Donc effectivement, alors je vais me présenter, bien sûr, normal. Donc je suis Philippe Payard et donc j'exerce la profession d'astronumérologue. Enfin, c'est une bonne partie de mes activités. J'ai aussi un métier plus rationnel, on va dire, plus concret, je suis paysagiste aussi. Mais donc souvent, il arrive au moment où on a des ruptures dans la vie, on découvre des choses, notamment il y a une vingtaine d'années, dans une période un peu trouble, où je me suis retrouvé au chômage et aussi en grosse déception affective, je suis tombé sur un livre de numérologie. Et ce livre de numérologie était un déclic pour moi. C'était donc le départ, on va dire, d'un nouvel intérêt, une curiosité, même je dirais exubérante, et donc ça va faire maintenant 20 ans que je pratique. Bon, au départ, je pratiquais ça, on va dire, de manière occasionnelle, et puis petit à petit, j'en ai fait un métier. Voilà. Donc là, moi aujourd'hui, je vais vous parler. Alors attention, il y a plusieurs écoles de numérologie. D'abord, je veux savoir, est-ce que vous connaissez, quelques-uns d'entre vous connaissent la numérologie, ici présent? Un petit peu. Alors, dans la numérologie... Après. Ah, mais attends. Ah, j'ai mis 300. Ah là, attends, il est où, Carl? Parce que je vois qu'il n'a pas mis... Il faut que tu le mettes sur l'USB. Tissu. Ah, t'as mis? Ouais, autrement, là, Carl, mon technicien... USB? Oui. C'est pas GMS3, c'est là? Non, non, c'est à USB, il faut que tu cliques sur USB, sinon il ne prendra pas le truc. Voilà. Non. C'est bon là? J'ouvre le truc. Oui, donc, si vous voulez, moi je vais vous parler de numérologie, mais dans une dimension karmique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs écoles de numérologie. C'est vrai, des écoles de numérologie qui ne prennent que la part, je dirais, la dimension terrestre, c'est-à-dire le reste aura des pâquerettes, si je puis dire, si on peut dire ça comme ça. Et donc, moi, je fais partie d'une école à dimension karmique, ce qui implique évidemment que avant la naissance, il se passe des choses.
Nous sommes d'accord. Alors la première question que je pose, moi, parce que je l'ai posée déjà il y a 4-5 ans, et j'ai vu que le nombre de gens qui croyaient à la réincarnation avait terriblement augmenté ces dernières années, peut-être parce que la Terre, justement, il y a un niveau de conscience qui est en train de s'élever. Alors je voulais savoir qui croit à la réincarnation ici, ou qui disons, où l'idée séduit, voilà, l'idée peut séduire. Il y a donc 1, 3, 4, 4, 5 quand même. Hein. Vous aussi. Donc voilà, parce que c'est très important, puisque... qu'est-ce que je voulais dire? Attends. Et ben voilà. Sinon, où est passée la clé? La clé. Et ouais. Pas la clé. Ah voilà, oui, on l'avait prise. Ça aurait été mieux que j'ai tout de suite le truc. Ça veut pas venir sur l'écran. Attends, j'arrive. Ah, ça y est. Oui, mais d'accord, c'est que moi c'est ouvert, mais ça ne va pas sur le. Tiens, la clé USB là. Non, mais ça ne marche pas là. Non, mais je sais ce que. Qu'est-ce que tu fais, nous, ou pas? Moi c'est ouvert, mais toujours ouvert, je ne pourrais pas passer là. Voilà. Ah, voilà. Excusez-moi, Oui. c'est par hasard vous auriez des papiers. On fait les mauvais élèves et on... Ça ne m'étonne pas, mais comme je suis prévoyant, je le savais. Par contre, j'ai pas les crayons. J'ai pas. J'ai des stylos. Qui veut un bout de papier? Parce que J'ai des stylos. même plusieurs. Alors, vous faites passer. Qui c'est qui veut des stylos? Ah, vous avez tout prévu. Stylo, stylo, stylo. Voilà. Qui veut? Alors moi je vous dis oui, cette conférence sera aussi un petit atelier, comme on n'est pas nombreux, on va partager ça en deux, il y aura 1 heure et demie de conférence, d'ailleurs il y a beaucoup de choses, on va parler de beaucoup de choses, hein, ça, parce que la numérologie c'est pas compliqué mais c'est complexe. Et en deuxième partie on fera un petit atelier, c'est-à-dire que vous servirez de cobaye. Ah, ouais, ça vous dit? Comme ça. Bon, ok. Donc... Les cobayes te remercient. Bon, en fait, donc comme je disais, moi je fais partie d'une école qui est une numérologie karmique. Et en fait, la numérologie, ça date pas d'hier, hein, parce que la numérologie, en fait, déjà... Ah oui, c'est vrai que je bouge. Les Égyptiens, déjà, travaillaient sur les nombres. Hein. Et puis, il faut savoir une chose, c'est que les nombres, c'est pas nous qui les avons inventés. Je suis désolé. Nous n'avons pas inventé les nombres parce qu'ils préexistaient à la vie sur Terre. C'est-à-dire qu'on va considérer que les nombres sont des vibrations. Et ces vibrations sont des forces énergétiques que l'on trouve à la fois dans le monde visible, on va dire, ou tangible, hein, qui est le niveau terrestre, hein, donc un monde à 3 dimensions. Et en fait, les nombres sont révélés par une force énergétique, mais en fait, ils viennent du cosmos. Parce que je vous parle du cosmos, donc effectivement, vous savez, on verra plus tard, parce que je vais vous parler aussi de la loi d'attraction, et du lien qu'il y a entre la loi d'attraction et les nombres. Et c'est vrai que c'est très important, parce que, en fait, les nombres révèlent, vraiment au niveau individuel, par exemple au niveau des êtres, révèlent toute une cartographie, on verra petit à petit,
cartographie mentale aussi, est liée aussi à l'hérédité, à la généalogie, chacun fait partie d'une lignée, et à la fois à des conditionnements karmiques. Alors, on verra ce que ça voudra dire, on parlera de karma, on parlera de tout ça. Donc, la symbolique des nombres. Alors, il faut savoir, je passe à la deuxième, le symbole. Alors, évidemment, les nombres, en fait, dans les Grecs, considérés, notamment Pythagore. Qui connaît Pythagore? C'est que Pythagore, c'est un mathématicien grec qui était aussi physicien, qui était un grand scientifique de l'époque, avec les moyens qu'il avait à l'époque. Et lui, il avait trouvé, effectivement, il avait découvert qu'en fait, la nature et la création étaient, donc, disons, étaient codifiées par les mathématiques, par les nombres. C'est vrai qu'on va le trouver ensuite, je vais vous montrer quelques exemples. Et donc, aussi, dans la Kabbale, par exemple, effectivement, les kabbalistiques, c'est-à-dire dans la religion juive, dans l'ésotérisme juif, on a effectivement trouvé dans les nombres des qualités symboliques, c'est-à-dire on utilisait le symbole. Alors le symbole, est-ce que vous savez d'où ça vient le symbole? C'est marqué? Ah ben oui, c'est vrai. Alors c'est le symbolome, c'est-à-dire les Grecs, en fait, il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque, mais pour identifier quelqu'un et avoir un mot de passe, en fait, on constituait deux petites pièces comme un pulse, et les gens qui devaient se rencontrer pour laisser un message et reconnaître l'identité de la personne qu'on devait rencontrer pour lui céder le message, chacun avec une pièce, une partie du pulse, et ça reconstituait la pièce en entière. Et à partir de là, on appelait un symbole, parce que c'est vrai que le symbole, c'est un raccourci extraordinaire. C'est-à-dire, pourquoi c'est un raccourci? Parce que, justement, on rentre directement dans l'inconscient et dans notre subconscient. Le symbole est vraiment le langage de l'âme. Ça, c'est vrai. Et donc, il rentre directement en résonance, effectivement, avec notre inconscient individuel, mais aussi collectif. Parce que nous avons aussi un inconscient. Il y a un inconscient collectif. Il y a, c'est Jung, le fameux Carl Jung, qui a développé ce concept d'inconscient collectif, et c'est vrai qu'il existe, c'est clair. Et donc, si vous voulez, je vais vous donner un exemple. Par exemple, prenez des chaussures Nike. Alors, prenez la marque Nike. Quand vous pensez au symbole, tout de suite, c'est pour ça que dans le marketing, le symbole est extraordinaire. Parce que tout de suite, il fait référence à des tas de choses. Il nous connecte directement avec tout un ensemble toute une histoire. Parce que si on prend par Nike, vous voyez le symbole Nike, vous voyez un mec en train de courir dans la forêt, vous pensez tout de suite à passer des Nike, c'est confortable, et c'est vraiment un raccourci qui permet effectivement de faire la synthèse d'une idée. Et c'est ça le symbole. Et on va voir tout à l'heure, quand on va développer le nombre, développer la symbolique des nombres, qu'effectivement, on va donner des qualités aux nombres. Parce qu'évidemment, les nombres ne servent pas qu'à compter. D'accord? C'est pas que ça ne sert pas qu'à compter et à faire de l'arithmétique. On verra que dans la science numérologique, science sacrée du nombre, on va utiliser la symbolique des nombres pour effectivement définir des qualités précises, aussi bien au niveau du cosmos, on va voir plus loin après, qu'au niveau d'un individu. Alors, il faut savoir que nous sommes que des cosmos en miniature. Nous sommes des microcosmes. Donc, je vais souvent utiliser une terminologie, des mots comme macrocosme, microcosme, c'est évident. Donc, effectivement, le symbole court-circuite la pensée rationnelle. Le ratio, d'ailleurs, étymologiquement, ratio, ça veut dire mettre dans des cases. Ça veut dire case. Rationnel, ça vient de segment, ça veut dire un segment, donc un segment. Et c'est vrai que la science phénoménologique aujourd'hui a tendance à mettre tout dans des cases et d'être plutôt diviseur que relieur. C'est-à-dire qu'en fait, tant l'ésotérisme essaye de relier toutes les sens pour faire une science unique et de faire quelque chose, de relier tout ce qui était part, là nous avons effectivement une pensée rationnelle qui a tendance à diviser et à séparer. Bon, c'est comme ça, c'est notamment en Europe, ce qui n'est pas le cas en Orient et en Asie. Oh, le petit chien. Bon. Oui. C'est marqué donc deux parties complémentaires confiées à deux personnes différentes. Je suppose que ça peut être plus... Non, c'est deux parties complémentaires confiées à deux personnes. Oui, à deux personnes, point barre. Là, c'est vrai que ils peuvent... Ça peut être plus. Ah ben ça peut être 10 si on veut. Voilà. Et les pièces, on reforme un puzzle qui va donner la totalité, qui va permettre...
Et en général, ça se passait entre deux personnes dans la Grèce antique, et ils se reconnaissaient comme ça, c'était leur mot de passe, il fallait que les deux pièces se complètent. Alors, voilà, comme je disais, le nombre n'a pas qu'une valeur quantitative, il a aussi une valeur qualitative, et quand on va aborder la symbolique des nombres, on verra qu'effectivement on peut donner des qualités aux nombres, et c'est ce qui va faire le corpus et la logique numérologique, pour pouvoir, effectivement, si on donne un caractère au nombre, on va pouvoir, avec après les vibrations individuelles de chacun d'entre nous, de définir un caractère et aussi une feuille de route. Parce que dans la numérologie, il n'y a pas que le caractère ou la personnalité, il y a aussi un axe, une feuille de route. C'est-à-dire, on n'est pas venu sur la Terre comme ça, par hasard, on a une mission à entreprendre. C'est comme ça, même des fois plusieurs missions. Au niveau des missions psychologiques, comme des missions, je dirais, aussi affectives, spirituelles, intellectuelles, etc. Alors, le nombre n'a pas qu'une valeur. Voilà. Les nombres n'ont pas qu'une valeur, je l'ai dit, à savoir quantifier, compter. Ils sont aussi des outils de précision. C'est vrai, quand on connaît bien la symbolique des nombres, ça permet, grâce à la symbolique, de leur donner une valeur qualitative. On verra quelles sont ces valeurs après. Et Pythagore nous le disait qu'ici-bas, tout était cadencé par le mot. Tout est cadencé par la mathématique. Le chien, d'accord. Et le calcul, c'est très intelligent. Je suis d'accord. Voilà. Donc tout est mouvement dans l'univers, et la numérologie enseigne que toutes les propriétés naturelles, et on va le voir tout de suite après, on ne va pas le prouver, mais c'est une évidence, qu'il existe un code, il y a des codes mathématiques qui gèrent la création. C'est comme ça. Alors, très simplement, on va suivre après. Donc on va dire que le nombre est véritablement l'expression d'une énergie qui se trouve à la fois dans le monde, comme je disais tout à l'heure, dans le monde supra-humain, c'est-à-dire dans la dimension invisible, on va dire, ça existe, il y a le monde astral, le monde mental, et le monde tangible, le monde à 3D, où nous sommes. Alors après, je vous parlerai de la matière, comment elle se décompose, parce que tout ça est lié à la vibration de la matière. Plus on monte vers le haut, plus la matière est fluide, alors que sur la Terre, plus on descend dans les dimensions inférieures, encore que le mot est faux, on ne va pas dire inférieur, mais enfin, et dense. Donc, en fait, mais c'est la même chose. La matière et l'énergie, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Alors les physiciens quantiques, d'ailleurs, les physiciens quantiques commencent à le percevoir. Parce que dans la matière, vous avez une dimension particulière, ce sont des particules, on est constitué d'atomes, et dans cet atome, il y a une dimension ondulatoire. Et l'ondulatoire, ça veut dire énergétique. Et donc, l'énergie qui veut dire transmet une information. En fait, nous ne sommes que de l'information. Mais nous sommes dans un monde, on a un logiciel dans la tête qui nous fait voir notre réalité tangible. C'est-à-dire, quand je touche la table, c'est notre logiciel qui nous dit qu'elle est solide. Mais dans la réalité, ce n'est pas le réel. Alors, c'est vrai que ça bouscule un peu les esprits quand je dis ça, et c'est comme ça que ça marche. C'est pas moi qui le dis, c'est les physiciens quantiques aujourd'hui. Donc, on commence à percevoir effectivement qu'au-delà de la matière tangible, il existe quelque chose qui nous dépasse et que la matière aussi est composée d'énergie et ce qu'on appelle d'une dimension ondulatoire. Ce sont des ondes. Et on verra après que la gravitation est très importante aussi puisqu'elle permet de maintenir les planètes en équilibre, notre monde et les microcosmes que nous sommes aussi, de les maintenir en suspension et en équilibre. Il faut que je me mette au milieu. Voilà. Donc en fait, nous sommes constitués, nous tous, nous sommes constitués d'un assemblage unique de forces cohérentes et que les nombres vont révéler. Et c'est-à-dire que c'est tout un tissu que les nombres, vous verrez plus tard, d'ici une heure, je vous préviens, ça dure 2h30 la conférence. À vous de voir. Si ça démarre avant, vous partirez, mais bon, il n'y a pas de raison. Bon. Et donc, voilà, donc cet assemblage de forces cohérentes qui s'expriment dans le monde physique et que les nombres vont révéler. C'est les nombres qui vont révéler effectivement ces forces. Et on va voir ensuite, effectivement, ça c'est, vous connaissez Galilée, c'est un physicien bien connu, c'est lui qui a dit, la Terre, qui a eu l'idée, le concept de la gravitation, et qui a dit, tiens, les planètes tournent,
et la Terre, elle tourne autour du Soleil. Alors, avant, on croyait que c'était le contraire. Et lui, il a eu une idée fantastique, parce qu'il a entièrement raison. Il a dit, le livre de la nature s'étale continuellement ouvert devant nos yeux, et on ne peut la comprendre. D'abord, le langage, les caractères dans lesquels il est écrit, c'est-à-dire en langage mathématique. Et lui, cette idée, c'est vrai, et après d'autres l'ont confirmé, que tout est mathématique et que la création est mathématique. Alors, par exemple, plus bas. Galilée a d'ailleurs dit que les mathématiques sont l'alphabet sur lequel Dieu a écrit l'univers. Exactement, puisque effectivement, de toute façon, l'alphabet ici, d'ailleurs dans la Kabbale, les lettres ont une dimension numérologique aussi, puisque les lettres et les nombres ont leur correspondance, et c'est un peu la même chose. Donc, les mots en trois numériques en hébreu. Voilà, exactement. Donc là, qu'est-ce qu'on va voir? Je vais vous parler justement de ces codes. Il y a deux codes qui gouvernent la création. Alors je vous parle, ça va paraître fou, il y a le nombre d'or et la suite de Fibonacci. Alors M. Fibonacci, lui, il a découvert, parce que c'était un naturaliste aussi, c'était un biologiste de l'époque, hein, ça date pas d'aujourd'hui, hein, il y a quelques siècles, et en étudiant un coquillage, il s'est aperçu que la croissance des coquillages, qui étaient compartimentés, il y avait différents compartiments, hein, et il a trouvé que lorsque on multipliait le compartiment par le nombre d'or, alors le nombre d'or c'est un 618, et il a trouvé une suite logique dans la création. Et donc, en fait, c'est simple, quand on fait 1 plus 2 égale 3, et qu'on rajoute le chiffre précédent, il suffit de rajouter le chiffre précédent, vous voyez, 1 plus 2 égale 3, ça donne 3 plus 2 égale 5. On reprend le chiffre précédent, 5, après évidemment on va prendre le 5, on le met comme précédent et on rajoute le 3. Et ainsi de suite, on va trouver 8, 13, 21. Et il s'est aperçu que dans ces coquillages, ça formait une ellipse comme ça. Il s'est aperçu effectivement qu'il y avait cette suite, la nature suivait cette suite. Et donc en fait, il y avait une proportion, il appelait ça la proportion divine. Parce que quand on multiplie le chiffre précédent par le chiffre suivant, 3 multiplié par 5, on trouve 1,618. Et 1,618, les Égyptiens connaissaient très bien, c'est le nombre d'or, et ils fabriquaient les pyramides. Ensuite, les constructeurs de cathédrales ont pris le nombre d'or comme une référence architecturale pour construire la géométrie des cathédrales, notamment, par exemple, si vous prenez une clé de voûte, vous avez une clé de voûte, effectivement, la pierre angulaire, c'est-à-dire la première pierre qui est au-dessus de la voûte, est 1,618 supérieur aux autres pierres, et ainsi de suite, pour arriver à faire les colonnes. C'est quand même étonnant. Et c'est vrai que ça permettait de la stabilité des monuments aussi, bien entendu. Et donc, après, il s'est aperçu aussi pour les végétaux qu'effectivement, les végétaux, les feuilles, la disposition des feuilles suivaient la suite de Fibonacci. C'est quand même extraordinaire. Et après, bon, évidemment, aujourd'hui, il y a peut-être de mathématiciens qui ont été chercher, midi à 14h, à aller chercher dans la nature, effectivement, pour prouver ça. Et on s'est aperçu que finalement, la nature avait un code, et qu'en fait, ça voulait dire que la vie est intelligente. Il y a une intention. La vie a une intention, et qu'il n'y a pas de hasard. Et ça, comme ce n'est pas nous qui inventons, ce qui prouve aussi qu'on n'a pas inventé les chiffres. Ils étaient déjà là. C'est ça qui est extraordinaire. On croit que... On dit, ah, les Arabes, c'est les Arabes qui ont inventé Ils ont inventé le graphisme. Ils ont inventé la djeb. Mais les nombres, en essence, on va dire en essence, étaient déjà là. C'est ça qui est extraordinaire. Et oui, ça, les gens ne savent pas, c'est-à-dire on ne peut pas... il faut puiser là-dedans pour comprendre. Quoi, hein, Alors ensuite, alors là aussi, vous avez le pentagramme. On va parler du nombre d'or, du nombre magique. C'est le pentagramme. Alors le pentagramme, vous connaissez le manpower, hein, vous avez l'homme ici. Dans le pentagramme, c'est d'ailleurs c'est l'image du libre arbitre. Parce qu'effectivement, l'être humain, il est dans ce pentagramme, et vous remarquerez qu'il est pris dans un carré. C'est-à-dire qu'il n'y est pas, mais normalement, ça forme un carré ici. Et je crois que j'ai l'image après. Alors tout ça pour dire que, en fait, on remarquera que cette longueur-là, si on la multiplie par un 618, on va retrouver ça, et c'est la proportion divine qui va permettre de construire l'étoile à 5 branches, c'est pas un hasard.
c'est le nombre d'or qui va construire parfaitement cette figure géométrique qui est d'une perfection. C'est comme ça. Et toutes les figures, vous verrez après, que tout ça n'est pas du hasard du tout. Donc, il faut savoir qu'on appelle ça la proportion divine parce que le corps humain aussi, toutes les proportions du corps humain est basée sur le nombre d'or. Si je prends la première phalange de votre doigt, si on multiplie par un 618, ça représente la longueur, et ça veut dire, c'est d'une justesse incroyable, la longueur de la deuxième phalange. C'est votre deuxième phalange normalement, si vous êtes normalement constitué, est un 618 plus grand que la première phalange. Ça, c'est une certitude. Par exemple, si vous prenez vos narines ici, la longueur de vos narines ici, si on le multiplie par un 618, vous avez ici la largeur de vos lèvres. Et tout est comme ça. Tout ça est une construction. Donc on voit bien que les mathématiques gèrent un peu la construction du monde. Hein. C'est comme ça. Et ce nombre d'or, on le retrouve, par exemple, les pyramides ont été construites sur le modèle du nombre d'or, de ce nombre magique. Alors, en plus, ce qui est intéressant dans le nombre magique, si je fais, ce qui est intéressant, que si je fais la réduction numérologique ici, on va trouver 7. Et 7, c'est un nombre sacré dans toutes les religions et dans toutes les cultures, les traditions des hindous, etc. Donc il y a aussi une corrélation, on en parlera après du nombre 7, vous verrez. Hein, on en parlera après. Alors, les chiffres, d'où viennent-ils? Nous les avons découverts, comme je dis, ils étaient déjà là en naissance, et nous leur avons donné un graphisme. Alors, en fait, les nombres, c'est simple. Les nombres, en fait, ils représentent les angles à 45 degrés, parce qu'on verra après que, par exemple, vous prenez le 1, il y a un angle ici. Et ça ne représente qu'un angle. Si vous prenez le 2, il y a deux angles. Parce qu'il faut au départ, ils étaient comme ça. Ça, c'est ça, c'est quand le graphisme a été inventé. Alors, ce n'est pas les Arabes qui l'ont inventé, ça, c'est l'Inde. Parce que l'Inde, c'est une civilisation plus ancienne. Et évidemment, au temps de Siddhartha, il y a 2 ou 4 000 ans avant Jésus-Christ, déjà. Alors, pourquoi? Parce que là, déjà, le 2, il a deux angles ici. Et le 3, il représente 1, 2, normalement, c'est comme ça. 3 angles, et ainsi de suite. Le 4, vous avez 4 angles, etc. Le 5, il a 5 angles. Vous voyez, et un angle, quand on regarde un angle, hein, c'est 45 degrés. Vous verrez, 45 degrés, 4 plus 5 égale 9. On va parler du nombre 9, qui est vraiment extraordinaire. Vous verrez qu'il gère beaucoup de choses. C'est un nombre fantôme. Alors, pour aller plus loin, alors il y a 9 chiffres, hein, d'accord? Il y a 9 nombres. Alors aujourd'hui, la section du mot, avant on disait chiffres et nombres. Alors les nombres, maintenant on peut dire nombre. De 1 à 9, c'est des nombres aussi. Et donc, ces 9 nombres, il y a le 0 et le 9. Alors ça, je vais commencer, parce que je vais vous parler de tous les nombres, du 1 à 9, et je vous parlerai du 11 et du 13, et du 22, qui sont des maîtres nombres. J'en parlerai après. Donc ces 9 nombres, effectivement, ont un rôle à jouer. Alors le 0, lui, il est particulier, parce que en Occident, quand on dit oh, tu es 0, toi tu es nul, on croit que ça veut dire nul. Hein, c'est ça, ça veut dire nul, 0, à votre avis. Le 0, il sert, en fait, ou c'est nul, ou alors il sert à multiplier, à faire des dizaines, des centaines, des milliers. Ouais, bon, alors si vous posez ça à un Indien, vous lui parlez du 0, il va dire ah non, c'est pas ça du tout. Parce que nous, on est tellement rationnels qu'on est tout dans des cases, il se dit bien qu'on a. Bon, alors bon, c'est vrai que on utilise le 0, mais voilà. La notion du 0 n'est pas du tout ce que l'on pense. Le 0, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Parce que si on regarde, en fait, ça représente un 9, le 0. Et ça représente la racine du mot. C'est une racine, d'ailleurs, ça vient de l'arabe. Ça veut dire le vide, en sanskrit, 0. Et ça veut dire aussi, pour les Arabes, c'est eux qui l'ont mis, d'ailleurs, qui l'ont utilisé ensuite dans l'algèbre, etc. Et le 0, ça veut dire zera. Et zera, en mythologie arabe pure, hein, arabe, ça voulait dire semence, la semence, effectivement. Donc les hindous disaient, mais le 0, c'est pas nul, c'est pas ça. C'est la notion du non manifesté. C'est-à-dire ce qui n'est. Et le non manifesté, c'est une notion hindouiste, c'est une notion orientale. Hein, c'est vrai que nous, le non manifesté, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Parce que nous on vit dans un monde rationnel, tout existe, si on ne voit pas les choses, ça n'existe pas. Hein, nous sommes d'accord. Tant qu'on les voit, c'est bon, c'est ce qu'on appelle
la phénoménologie. C'est-à-dire la science, nous, par exemple, les sciences modernes sont basées sur la phénoménologie. En philosophie, dans la phénoménologie, c'est il y a un phénomène, on le constate, donc c'est vrai, ça existe. Ben non. Des fois, il y a des phénomènes qu'on ne voit pas, mais ils existent. C'est pas qu'ils existent, mais ils sont en devenir, ils ne sont pas encore. Et le 0,0, c'est semence. Si je prends par exemple le gland de chêne, et bien effectivement, en devenir, ce gland de chêne, qui est une graine, elle a déjà toute la préprogrammation pour devenir un arbre ou une plante, et même, je dirais pas, alors après il y a le libre arbitre, parce que selon le placé, c'est comme nous, on a un libre arbitre aussi, mais il y a des préprogrammations, et on verra que selon l'exposition, le soleil, la branche, elle ira dans ce sens-là ou dans l'autre, mais alors ça veut dire la notion de non manifesté. Ça veut dire que quand on utilise, ça va plus loin, c'est-à-dire que quand on va utiliser le 0 dans la numérologie, si par exemple vous avez des lettres manquantes, mais ça on ira plus loin, c'est plus loin, on verra que ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Mais ça veut dire qu'il y a peut-être un potentiel qui est caché, qui n'est pas révélé, mais qui va se révéler. C'est ça le non manifesté. Et qui doit se manifester éventuellement un jour ou pas. Il est endormi, il est caché. Et ça, c'est vrai que les orientales ont cette notion. Alors pour eux, c'est clair comme de l'eau de roche. Nous, en Europe, comme on est rationnel, c'est moins évident. Ça, c'est le 0. Alors, le 0, on verra que c'est très important par la suite. Alors, voilà, on en est. Alors après, il y a le nombre 9. Alors le 9, vous allez voir que c'est un 0, et qui se manifeste, parce qu'il a une petite queue comme ça qui repart. C'est quand même rigolo. Et le 9, en fait, c'est une spirale. Si vous prenez une galaxie, elle a une forme de 9, puisqu'elle est en mouvement, et le 9, il fait ça, et c'est une spirale, le 9. Et en fait, le 9, c'est un nombre qui est à part, parce que c'est un nombre qui est fantôme. C'est un nombre qui est à la fois dans le monde terrestre, mais qui est déjà dans l'astral, qui est déjà un nombre. Pourquoi? Alors je vais vous le prouver tout de suite. Ça peut paraître fou. Mais par exemple, si je fais 4, alors la numérologie, vous savez qu'il n'y a que 9 nombres, on réduit toujours, il y a une réduction, c'est-à-dire si je fais 13 plus 2, par exemple, ça fait 15, je réduis, ça fait 1 plus 5 égale 6, d'accord? Nous sommes d'accord? Vous me suivez jusque-là? Et si je prends le nombre 9, si je fais, comme c'est le dernier des nombres, alors le 9 c'est le dernier des nombres, et en fait il est le symbole du commencement et de la fin de toute chose. D'accord? Vous sommes d'accord? Et alors, c'est le symbole, le 9, est très particulier, c'est pour ça que j'en parle d'abord, avant de parler du 1, du 2, etc. C'est qu'il gère l'ensemble des cycles, il gère le 9, l'ensemble des cycles sur Terre et dans le cosmos. Et je vais vous le prouver tout à l'heure, vous allez rester scotchés, les enfants. Scotchés. Ça peut paraître fou, mais vous allez voir. Et le 9, lui, c'est rigolo, parce que le 9, 4, si je fais 4 plus 2, 6 plus 9, d'accord? Ça fait 15. Hein? Mais si je le barre, donc 5, ça fait 6. Mais si je le barre, je fais que 4 et 2, 6, je ne compte pas le 9 qui s'annule, ben ça fait 6 quand même aussi. C'est-à-dire c'est un des nombres qui peut s'annuler de lui-même. Il s'annule et on n'a même pas besoin de le compter pour faire une addition. C'est-à-dire si vous avez 9 plus 4 plus 6 plus 9, 3 fois, vous les barrez, et le résultat, quand on fait la réduction, il faut faire la réduction théorique. Pourquoi? Parce que c'est le dernier des nombres, et c'est le nombre qui, si vous voulez, qui gère le commencement des choses et la fin des choses, et on verra en une pourquoi. C'est intéressant. Alors, par exemple, le 9, c'est un truc, par exemple, il faut savoir que la Terre, elle fait le tour du zodiaque, hein, tout le tour du zodiaque, c'est-à-dire elle traverse, on est dans l'ère, on est en quelle ère aujourd'hui? Eh ben non. Et non, nous ne sommes pas encore dans l'ère du Verseau, je suis désolé. Nous sommes dans l'ère du Poisson, mais nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin de l'ère du Poisson, il nous reste 150 ans. Mais les astrologues, par anticipation, ils ont dit « Ah !» Alors c'est très controversé parce qu'il y a la précession des équinoxes, mais on est encore dans l'ère du Poisson. Parce que l'ère du Poisson a commencé à 150 ans avant Jésus-Christ, et les lunaires, la Terre, pour traverser un signe du zodiaque, elle met 2160 ans. Et 2160 ans, ben, 2 plus 5 plus 6 plus 0 égale 9. Alors ça, tout est cyclique. 2160 ans. La Terre, elle tourne autour, comme une toupie autour de tout le zodiaque. Et pour faire tout
deux zodiaques, c'est-à-dire les 12 signes astrologiques, elle met 25 920 ans. Et comme par hasard, si je fais l'addition de tous ces chiffres, 2 plus 5 plus 9 plus 2 plus 0, eh bien on va trouver 5 et 2, 7 et 2, 9, 9 et 9, 18. 18, 1 plus 8 égale 9. C'est-à-dire que le 9 gère l'ensemble des cycles cosmogoniques et cosmiques et terrestres. On verra dans ce truc après. Alors, après, par exemple, si je prends au niveau terrestre, c'est simple, la gestation des mammifères. Dans la gestation des mammifères, par exemple, si je prends une petite souris, la gestation d'une petite souris, c'est 18 jours. Je ne vais pas inventer, c'est la moyenne, c'est 18 jours. Ben, 18 jours, si je fais 1 plus 8, eh ben, égale 9. Hein, on est bien dans la gestion des cycles, le nombre de... Si je prends un chien, il faut 63 jours pour faire un chien, pour faire un petit chien. Si c'est 3, 9. Le 9 est partout, hein. On vit avec le 9 partout. Si je prends un petit humain, il faut 270 jours pour faire un petit humain qui soit complètement constitué, terminé. 7 et 2, 9. Oh oui, 30 jours, 9 fois 3, 27, 270 jours, 7 et 2, 9. Et les chats, c'est 65 jours. C'est bizarre. Non, c'est aussi 63, c'est la moyenne. Si je prends un éléphant, c'est 585. 333, c'est une baleine. On a, si tu veux, après, c'est sûr que 65 jours, après on va trouver, c'est vrai que si peut-être c'est 63, peut naître 3. Je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est la moyenne. Oui. En général, si on prend là, c'est ça. Alors après, il y a des prématurés, on peut naître après, c'est autre chose. Mais la moyenne, en général, c'est comme ça. En tout cas, de toute façon, il y a bien d'autres cycles. Si je continue, vous allez voir, hein, moi je n'invente rien. Dans la cosmologie aussi, alors attends, non, ça. Si je prends les figures, toutes les figures géométriques, si je prends un triangle, vous avez un angle là comme ça, un angle, c'est 45 degrés. Si je le divise par 2, ce sera pareil, 23,5, ça va faire 9. À tous les coups, ça fait 9. Tout ce qui est figure géométrique, les angles, c'est géré par le 9. Donc en fait, le 9, il gère un peu l'architecture du monde aussi. Hein, là, on voit le cercle. Le cercle aussi. Un cercle, c'est 360 degrés. Vous le divisez. 360 degrés. Voilà. Si c'est 3, 9. Vous me suivez? Alors on continue parce qu'il y a d'autres surprises, c'est assez intéressant. Alors oui, la vitesse de la rotation de la Terre, ça peut paraître anodin, tout le monde en a rien à foutre de la vitesse de la Terre. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Mais oui, mais alors quand je regarde, c'est quand même rigolo, elle tourne à 1710 km/h. Et ça, c'est une mécanique céleste, je veux dire, c'est pas, on n'a rien inventé, c'est réglé comme du papier à musique. 7 à 8 et à 9. 1 plus 7 plus 8 égale 9. J'invente rien, c'est comme ça. La vitesse de la Terre, la rotation de la Terre autour. Mais si je prends la vitesse du système solaire, ça a été les physiciens, non, bah oui, et ben la vitesse, elle est de 774 000 km autour de la galaxie. Le système solaire, ils ont calculé, ça c'est des grosses formules mathématiques, et 774 000, et bien comme par hasard, c'est pareil, 774, il suffit de 0, on s'en fout, 7 et 7, 14 et 4, 4, 7, 18, 18 égale 9. Donc on voit bien que quand même la mécanique céleste, tout ce qui est, tout est quand même régi par une intention, par quelque chose qui soutient, c'est pas un hasard, je veux dire, parce qu'on retrouve les vitesses dans le cosmos comme sur la Terre, des cycles bien précis, et c'est le chiffre 9 qui le représente. Alors les élèves disent, les scientifiques, oui, mais on aurait pu prendre une base 12, machin, oui, mais enfin, en attendant, voilà. Et quand on regarde tous les phénomènes, effectivement, quand on retrouve toujours le 9, effectivement, partout. Ah, voilà. Et ce 9-là, et on verra après même, on ira encore plus loin après. Pour la gestation des chats, parce que la question est quand même là. Oui. Est-ce qu'on peut penser que si on réduit, on tombe sur un mètre d'onde, c'est-à-dire... Oui, 11, exactement.
mais le chat, c'est un animal un peu à part. Donc, effectivement, on va tomber sur le 11 parce que c'est un animal, à part. Donc, effectivement, je m'attendais à la question, c'est ce que je voulais dire. C'est vrai que je ne voulais pas en parler parce qu'on n'a pas encore parlé du maître-nombre. Mais le 11, effectivement, on tombe sur le 11 qui est un maître-nombre. Et donc, c'est un animal particulier parce que le chat, il a un cerveau qui fonctionne encore différemment. Il est tout le temps en monde alpha, effectivement. Donc, il a des capacités médiumniques. C'est un médium, le chat. C'est un canal, d'ailleurs. Les chats, par exemple, dans une maison de retraite, quelqu'un va mourir, il arrive sur le lit, et c'est pour ça qu'il est représenté par le nom. Non, mais je ne voulais pas en parler tout de suite parce que je n'ai pas abordé le nom. C'est vrai. Et là, comme par hasard, on est sur la vibration 65 jours. Après, bon, l'éléphant, le petit humain. Alors, vous savez que s'il sort, le petit humain, on est 2 jours de plus, il se retrouve en vibration 11, c'est peut-être le Messie qui arrive. Non, le Messie serait 33. Bon, alors, voilà, bon, ça sont des exemples, effectivement, qui nous démontrent que finalement, la création, c'est pas un hasard, quoi. Des choses qui tombent, c'est réglé un peu comme du papier musique, c'est d'une portée de la musique. Ça, et on retrouve toujours les mêmes constantes, d'ailleurs, hein, c'est étonnant. Bon. Vous le saviez, tout ça? Plus ou moins? Bon, c'est bien. Mais c'est pas le plus important, là, c'est une approche. Après, on verra, on va rentrer dans le vif du sujet. On l'a vu. Alors, voilà, oui, alors là, on est... Oui. Alors, dans la numérologie, on va rentrer un peu plus dans le sujet. La numérologie, en fait, elle se base sur les 9 nombres et elle réduit toujours. Alors, pas toujours, à 90%, il y a toujours des exceptions. Donc, on réduit. D'accord? Et puis, donc on réduit, c'est-à-dire que si on est au-dessus de 10, on va réduire. Si on a 10, on fait 1 plus 0. Alors, pas dans tout, parce qu'on verra après qu'il y a aussi des sous-nombres qui sont au-delà de 9, 10, enfin, ça. Mais comment ça marche? Là, on va passer un peu dans un truc concret. Ça, on l'a vu. Alors là, oui, ça on l'a vu aussi, on a parlé des cycles. Alors oui, pour revenir, évidemment, le temps. Alors on croit que c'est rigolo, parce que les gens pensent, bon bah, le temps c'est de un point A à un point B. Ben non, c'est pas linéaire le temps. Le temps n'est jamais linéaire, le temps est circulaire. Alors bon, d'ailleurs le nombre 9 qui gère, ça veut dire que quelque part, ça veut dire que même nous subissons des cycles. On ne va pas d'un point A à un point B. On va, notre vie c'est ça en fait. On subit des cycles, mais comme il y a une évolution, c'est le 9, ça fait une spirale comme ça, mais on revient toujours. D'accord? On revient toujours, c'est des boucles. Et le temps, effectivement, il est circulaire, comme ça. Et dans la numérologie, c'est très important, parce que, par exemple, au niveau d'un individu, on subit des cycles de 9 ans. Par exemple, il y a 9 nombres. Et nous avons tous des cycles de 9 ans. Et chaque année, on appelle ça, alors on a des années personnelles, par exemple, qui vont de 1 à 9, on verra plus loin, et nous subissons ces cycles. Ce qui veut dire que, quelque part, il y a toujours un retour, c'est l'Ouroboros, c'est le serpent qui se mord la queue, et quelque part, c'est vrai qu'on vit des événements, il y a souvent des répétitions de ces événements, qui sont liés, après on va en parler, à des situations qui n'ont pas été réglées, et souvent, en fin de cycle, eh ben, les problèmes se répètent et ça devient donc, il y a une récurrence, et on verra, parce qu'on va parler de la loi d'attraction, il y a une loi dans l'univers qui est la loi de récurrence, c'est-à-dire la loi de la répétition. Et c'est vrai que les choses se répètent quelque part. Hein. Alors c'est vrai que nous on a des cycles en fait de 7 jours, ça c'est vrai, mais en numérologie c'est en base 9. On verra pourquoi c'est plus logique, puisqu'il y a 9, en fait il y a 9 nombres, il y a 9 années, et on verra comment ça se passe après. Donc, par exemple, si je prends, alors là c'est intéressant, vous voyez, la Lune, elle est gérée par le nomètre nombre, parce que ça, le nombre 9 associé au 11 gère, en général, les processus, les événements de la vie. Parce que on est dans des cycles, là il y a une entité qui va rentrer, faites-la rentrer. Alors, par exemple, la Lune, c'est pareil, la Lune, par exemple, c'est étonnant aussi, c'est pareil, hein, on est la révolution synodique,
est de 29 jours. La Lune, elle fait son cycle en 29 jours, 9 et 2, 11, c'est un maître nombre. Mais si on la divise en deux, c'est-à-dire la période où elle passe de la pleine Lune à la nouvelle Lune, d'accord, ça représente 14 jours, 18 heures et 22 minutes. C'est réglé comme du papier à musique. Et bien si on fait la totalité de tout ça, on est encore en 9. C'est-à-dire que le cycle est fini. Moi, j'invente rien. C'est comme ça. C'est-à-dire que la mécanique Selex, qui est réglée comme une montre à Suisse, elle vous montre, vous voyez, elle met 14 jours, 18 heures, 22 minutes, 1 plus 4 plus 5 plus 8 plus 2 plus 2, tac, 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 18 égale 2. Vous voyez que la vie a une intention. Hein, ça veut dire qu'on a encore un élément de plus qui nous dit, tiens, on est encore en cycle 9. Donc même le cosmos, les planètes, tout est géré par ce nombre 9. C'est-à-dire parce que c'est d'ailleurs le symbole du cycle, des cycles. Et vous verrez qu'au niveau individuel, on subit des cycles. C'est comme ça. Vous verrez, on fera tout à l'heure, hein, quand on arrivera à la deuxième heure, on verra ça de plus près. Alors là, c'est vrai que nous arrivons donc, si vous voulez, avec un bagage sur la Terre. Là, on va passer, ça y est, puisqu'on est dans une dimension karmique, ça veut dire qu'on a eu des vies antérieures. On a eu toutes des expériences vécues, on a vécu des expériences assez nombreuses. Alors, il y a des jeunes âmes, il y a des vieilles âmes, enfin tout ça, c'est des postulats. Les postulats, c'est des hypothèses de travail. Mais, bon, après, c'est aussi du domaine de la croyance. Il y a des gens qui ont fait des voyages astro, il y a des gens qui nous disent oui, ça existe, bien évidemment. Il y a des gens qui vont se balader dans l'astral, il y a des gens, c'est comme ça. Donc, là, nous arrivons dans cette vie avec un bagage à la naissance, et c'est une palette de vibrations unique et singulière. Unique, ce sont une palette, c'est une cartographie. Vous voyez, là, j'ai représenté ça par un joli corps de femme avec tous des numéros, parce que pour former, ça forme comme une cartographie, et nous avons effectivement, en numérologie, nous avons beaucoup de paramètres qui permettent de définir des vibrations. Dans un thème numérologique, par exemple, on a 40 numéros, 40 nombres. Moi, quand je fais un thème, par exemple, j'utilise 40 vibrations pour déterminer la personnalité, le comportement social, professionnel, tac, tac, de l'individu, sa feuille de route, parce qu'on a tous une feuille de route, où ça nous mène, etc. Et il y a une quarantaine de vibrations. Et donc, c'est pour ça que c'est toute une palette, vous voyez. Alors, ne me prenez pas pour un fou furieux. Hein. Bon, alors, mais je suis un passionné, hein, c'est comme ça. Alors, là, voilà, alors là, je vais vous expliquer, puisqu'il faut que je vous explique, en fait, alors je ne tiens pas une réalité, mais c'est un peu, je vais vous expliquer comment marche le fonctionnement, disons, de la vie en général pour les êtres humains, comment ça se passe. Alors nous avons une âme, hein, on va imaginer, nous sommes une entité, nous avons une âme, effectivement, qui utilise à la fois, je vais expliquer ce que c'est, le moi supérieur et le moi existentiel. Donc l'âme, il a besoin de passer par le moi pour pouvoir se nourrir, parce que l'âme a besoin d'expériences émotionnelles, c'est les émotions qui font vivre l'âme humaine. S'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de vie. Parce que les émotions, c'est basé sur le désir. Et la vie n'est que désir. Le désir de faire, le désir d'aimer, le désir de manger. C'est un grand désir perpétuel, la vie. Et donc, l'âme utilise à la fois le moi supérieur. Alors, quelle est la différence entre le moi supérieur et le moi existentiel? Alors là, j'ai mis, vous avez en haut une pyramide. On va dire que, alors c'est simplifié, c'est plus complexe que ça, mais enfin, ça permet de voir un peu. Vous avez le proto-absolu, c'est la conscience, certains appellent Dieu. C'est le proto-absolu, c'est la source universelle, c'est où le point de conscience, c'est un tout petit point où il y a toute la conscience universelle qui est réunie, mais qui va se déployer comme le Big Bang. C'est-à-dire que toute la connaissance qui a été, qui est et qui sera, est compris dans ce proto-absolu. Et c'est ça la notion du Big Bang. C'est-à-dire que cette conscience va se déployer, mais c'est comme le non manifesté. Tout est en devenir, tout est préprogrammé, tout est programmé déjà pour. C'est pas, si vous voulez, déjà l'avenir est écrit, si on veut dire. Peut-être que même le passé vient du futur. J'exagère, mais c'est un peu ça. Alors après, il y a, c'est évident, comme on est. Alors le proto-absolu, c'est le 0 et le 1. Le 0 avant le Big Bang. Le 1, lui,
c'est la source première qui va s'irradier et qui va inventer la division. Et il va naître le 2. Et le 2, évidemment, là on va avoir des entités qui vont apparaître puisqu'il y a un antagonisme. On parle d'une unité qui va se diviser. C'est comme les cellules d'un corps physique. Hein, on part un petit humain, n'importe quelle créature, il part d'une première cellule, et c'est ça, et la division va se faire. Il y a 2 cellules, 4 cellules, ainsi de suite. C'est pareil pour l'univers. Hein. On a un monde qui naît, il y a le Big Bang, et c'est comme des cellules. Après, effectivement, on est dans le monde de la lumière. Alors, on n'est pas, la densité de la matière est tellement légère, elle est très haute, c'est des hautes vibrations. Donc, effectivement, il va naître des entités spirituelles qui sont des gardiens de lumière, on appelle ça des gardiens de lumière, qui génèrent de la lumière, qui sont faits que de lumière. C'est-à-dire leur corps, ils n'ont pas de corps physique. Hein, on est dans l'impalpable, l'invisible, etc. Et on descend. Et après, alors ça, dans les religions, on en parle, hein, c'est la hiérarchie des anges, vous avez tout ça, les archanges. Évidemment, c'est une vision des choses. Après, ce sont des mots. Mais après, en gros, voilà comment ça peut se passer. Après, moi, je détiens aucune vérité. C'est des hypothèses de travail. Ensuite, vous avez les âmes. Et les âmes, effectivement, les entités spirituelles. Après, effectivement, on a été plus... La lumière a besoin de la matière. C'est-à-dire la matière et l'esprit ne forment qu'un. Mais plus la matière est dense, plus ça permet d'expérimenter. L'esprit a besoin de se nourrir de la matière pour expérimenter. Pour que les âmes se nourrissent et grandissent, pour rejoindre. Alors c'est tout un cercle. C'est-à-dire qu'on descend pour pouvoir remonter, pour rejoindre la source initiale. C'est-à-dire que le but de ces expériences, c'est de vivre émotionnellement des expériences à tout craint, pendant peut-être 100 vies, 500 vies, on n'en sait rien, mais tout ça pour monter en conscience, pour rejoindre le proto absolu. C'est un peu ce que raconte la Genèse, c'est ce que raconte le monde de la création. C'est-à-dire, il y a eu la chute adamique, hein, la chute d'Adam, et c'est un peu ça qu'on raconte. Il y avait un savoir universel que la conscience même de l'âme et la conscience humaine avait. On savait comment fonctionnait, c'est un peu de la mythologie, mais l'idée me plaît, l'idée c'est un peu ça. Et on est tombé dans la matière et on a tout oublié, la connaissance universelle. Et maintenant on est à la recherche, par la science, par des tas de moyens, de retrouver cette conscience universelle. Et donc ensuite, on va dire que les âmes qui ont des entités individuelles, alors les entités individuelles qui sont les âmes ne sont pas assujetties au temps ni à l'espace. Le temps et l'espace n'existent pas dans ici. Là vous avez le monde terrestre et là le monde astral. Là, le temps, l'âme, il n'en a rien à foutre du temps, ça n'existe pas. C'est ça, c'est un truc, c'est difficile à concevoir pour nous petits humains, mais le temps, c'est que ici dans le monde en 3D. Et donc, après évidemment, le moi supérieur, c'est le mental qui est composé d'un subconscient, d'un inconscient individuel, et qui est déjà un petit peu au-dessus du monde terrestre. Parce que nous, vous savez, on n'utilise que 10% de notre cerveau. Il faut savoir que si on fait un peu un effort, on fait travailler l'intuition et tout, on peut effectivement aller se balader un peu dans le moi supérieur. Il suffit de faire un peu de méditation, de se recentrer, de faire un recentrage, et de développer notre intuition, et on va voir, on va sentir effectivement qu'il y a la possibilité d'aller plus loin dans la conscience. Et malheureusement, on est pris dans la vie quotidienne, dans la survie, il faut se battre, il faut dire, la vie est une lutte incessante. Et donc, évidemment, on n'a pas accès, à cause de ça, à essayer de se recentrer pour aller un peu plus haut. Mais là, lui, il utilise donc le moi supérieur, et surtout, il utilise l'âme existentielle, c'est-à-dire le moi existentiel. Alors, c'est quoi les bouddhistes disent le moi existentiel? C'est simple, c'est l'organe des 5 sens. Nous avons 5 sens qui nous permettent d'appréhender le monde, avec un logiciel dans la tête qui nous fait voir la réalité telle qu'elle est. Parce qu'on ne sait pas si elle est comme ça. Si on n'avait pas notre esprit, on ne sait pas si le réel est vraiment comme il devrait être. On ne sait pas. C'est nous qui interprétons la réalité. Et en plus, chaque individu interprète différemment. On verra plus loin que la pensée crée les processus événementiels. La pensée, qu'elle soit négative ou positive, va créer des événements. Et que nous sommes ce que nous pensons, aussi bien collectivement qu'individuellement. On verra après, c'est dans la loi d'André. L'âme a un poids. Pardon? L'âme a un poids. Ah oui. Puisqu'elle a déjà été mesurée. Oui, puisqu'il y a 30 grammes. 21. 21 grammes exactement. Oui, mais bien sûr, parce que quand même, le monde des idées, ça a un poids quand même.
Oui, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, il n'est pas... Ce que je veux dire, ça reste des entités il n'y a pas pratiquement, c'est très léger. La matière, là, elle est tellement fluide que c'est pas dense comme nous, on pèse 80 kg, 70 kg. Donc là, vous avez qu'elle pèse 21 grammes. Donc ça reste de la matière quand même. Quelque part, nous sommes d'accord, Christophe, bien sûr. Et c'est une matière très éthérique, très éthérique, éthère. Alors, ensuite, évidemment, l'âme se nourrit d'expérience. Alors, l'expérience, c'est de la roue des réincarnations. Alors, dans le bouddhisme, on appelle ça le samsara, c'est la roue infernale des réincarnations. On y croit, on n'y croit pas. Hein. Bon, après, c'est vrai que quand vous avez des médiums qui parlent avec des ancêtres, des machins, il faudrait me poser la question, ça doit exister quand même, hein, quand vous pensez que. C'est vrai, on voit Chantal qui arrive, qui te parle et qui tombe juste. Moi, un jour, j'ai vu un médium, il m'a dit, un médium qui fait du reiki, il me dit, je vois une femme noire, vous êtes proche d'une femme noire. Je dis, oui, c'est ma femme. Elle ne connaissait rien de moi. Je veux dire, bon, il faut quand même, elle n'a pas trouvé ça toute seule. Donc, ce qui veut dire qu'elle est un canal, elle est branchée sur la grande médiathèque. Ce qu'il faut voir aussi, c'est rien ne se perd, tout se transforme, mais rien ne se perd. C'est-à-dire tous les événements, c'est confiné dans quelque part. C'est ce qu'on appelle des engrammes. Les engrammes, ça reste, et ça met très longtemps avant de disparaître. C'est pour ça d'ailleurs que les médiums arrivent à contacter Napoléon, par exemple. Mais Napoléon, c'est peut-être pas Napoléon qu'elle contacte, c'est l'entité, c'est l'engramme de Napoléon, la personnalité qui reste au niveau énergétique et informationnel dans l'astral, mais le Napoléon, il y a longtemps qu'il est parti dans des sphères plus hautes. Et ce que je veux dire, il reste toujours l'engramme parce que l'énergie, la vibration énergétique reste, ça se perd pas comme ça. Il faut peut-être des siècles pour avoir une personnalité comme Napoléon pour se dissoudre dans l'astral complètement dissous. Ça, c'est... Voilà. Après tout ça, moi, c'est une conception, c'est pas moi qui l'ai, c'est dans l'ésotérisme. Donc voilà, nous avons un capital émotionnel. Et ce capital, alors on a tous un capital émotionnel parce qu'on arrive sur la Terre avec un capital émotionnel. Alors il y a des gens qui ont de gros capital, c'est comme une banque. Oui. Alors au lieu que ça soit des billets de banque, c'est des émotions. Il y a des gens qui ont une énorme capacité émotionnelle, c'est pour ça qu'ils arrivent à supporter des choses terribles. Ils sont en débit, ils débitent, mais ils ont un gros capital, et d'autres beaucoup moins. Alors ça, c'est une option, et c'est vrai que parfois, quand on a de lassitude, on est fatigué, et ben, c'est qu'on a bouffé le capital émotionnel. Donc l'âme, il dit, comment je veux faire? Le capital émotionnel, si on a trop bouffé, on a eu trop d'émotions, effectivement, après il y a la dépression, on n'est pas bien, etc. Il faut réajuster tout ça. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Hein. Donc voilà comment ça marche un peu. Hein. C'est qu'on a tous une âme, mais l'âme, il ne peut pas se passer de l'ego. Moi, quand j'entends, par exemple, dans le développement personnel, ou dans la culture cosmico-ésotérique d'aujourd'hui, ouais, il faut effacer l'ego, il faut le supprimer. Mais non, mais c'est pas possible. Ça n'existe pas, ça. Les gens qui racontent ça, moi, je veux dire, c'est une aberration. Si on se passe de l'ego, on n'est plus, c'est même pas la peine de rester, on remonte direct, c'est pas la peine. Et c'est impossible. L'ego est ineffaçable, l'ego, on en a besoin. On a besoin d'abord pour survivre, pour se défendre, parce que même si on ne va pas faire la bagarre, mais on a besoin d'un ego. Alors les gens ont des égos puissants, des égos faibles, on verra. On le modifie. Hein, on le modifie, on travaille dessus, etc. Hein. Donc voilà comment ça se passe. Alors après, on va faire un peu de numérologie. On va retomber un peu sur Terre. Est-ce qu'il y a de l'eau là? C'est vrai, ça. J'assois. S'il te plaît. Ça va là? Jusque-là, c'est bon? Ça vous intéresse? Bon. Tu as l'envers et des boutons. Bon. T'as soif? Ouais, j'ai soif. C'est que Tu je charge. parles. Ah bah oui. On entend toi. C'est dingue, hein? Je peux le faire. C'est pas. Oui. Alors, en fait, pétillant. Alors, là, nous avons, effectivement, en numérologie, c'est simple. Hein. En fait, on a une grille d'équivalence des lettres. Il faut dire que les lettres, c'est des vibrations, si vous ne le croyez pas. Les numéros, les nombres, comme les lettres, sont des vibrations. Parce que vous croyez que vous avez un prénom, par exemple, c'est pas un hasard si vous avez tel prénom. Vous ne croyez pas, on verra après, mais
ou un nom de famille, hein, on y vient. On va croire que vous avez un nom de famille, on n'a pas de hasard qui a fait que. Et là, donc, si vous voulez, en fait, chaque lettre a une correspondance numérologique. Alors, très simple à comprendre, hein. Vous avez le. En fait, comme il y a 9 nombres, quand on arrive à I, qui a une valeur 9, on retombe là, on revient au 1. Donc, on sait que le AGS a une valeur 1, le BKT, parce que B, c'est la deuxième lettre, d'accord? Et on verra que le 11, d'ailleurs, comme par hasard, il y a beaucoup de médiums qui choisissent la lettre K, c'est la 11e lettre de l'alphabet, et c'est un maître nombre, et donc il y a beaucoup de médiums qui commencent par K. Vous avez remarqué, Katrina, ils mettent un K, ben c'est par hasard, hein. Les médiums, c'est ça. C'est le maître, parce que le 11, c'est l'intuition, puissance 10. Et donc, il y a une correspondance numérique. Il faut savoir que dans la Kabbale, par exemple, les lettres, à part les voyelles qui ne se prononcent pas, alors pourquoi on ne prononce pas les voyelles de la Kabbale? Parce qu'elles sont des sens divines, on n'a pas le droit, on enlève les voyelles. Et d'ailleurs, en numérologie, il y a aussi des méthodes pour ça. On enlève les voyelles, mais les voyelles sont très importantes aussi quand même. Hein. Alors, vous avez, après le 4, vous avez 3 lettres en 4, c'est le D, le F, le V, et ainsi de suite. Le E, le N, le W en 5, le F, le Fox, en ça c'est facile à retenir. Fox, hein, c'est comme Five Fox, le renard en anglais, c'est la valeur 6. Alors évidemment, tout ça on va l'étudier, vous allez m'aider, on va faire un petit atelier, vous allez me dire, pour vous, si vous allez pouvoir trouver la symbolique de ces nombres. 7, 8, 9. Alors, IR, 9, voilà. Alors il n'y a que 2 lettres en 9, hein, comme ça, parce qu'il y a 24 lettres dans l'alphabet, évidemment, et à la fin, il n'y a que 2 lettres en 9. Alors, on continue. Alors voilà comment les outils de base de la numérologie. Alors là, vous avez vu, il y a une assiette et tout, parce que j'ai pris ça parce que quand on était petit, il y avait les rondes serviettes et il y avait les prénoms sur les rondes serviettes. Hein, ça existe encore. Et donc, en fait, le prénom, on disait le prénom. On n'a pas besoin de beaucoup d'outils, hein, le prénom. Le nom de famille, parfois, alors, le nom de famille du père, mais on peut aussi utiliser le nom de famille de la mère. Si on va aller plus loin dans les investigations, c'est pas très grave. Mais normalement, dans l'école où je suis, on prend le nom de le père, parce que le père, c'est la semence. Mais des fois, si on a un doute, on peut aller voir chez la mère ce qui se passe aussi. Et pour les femmes mariées? Non, divorcées. Non, les femmes. Pour les femmes mariées? Eh bien oui, non, on prend le nom de naissance, mais après, si on va voir la compatibilité amoureuse, par exemple, on peut aller voir le nom, les apports du nom marital. C'est-à-dire, qu'est-ce que va apporter le nom marital dans la qu'est-ce que ça va changer? Le caractère ou la personnalité va changer la personnalité de la personne en étant mariée un certain nombre d'années. Si c'est dans 2 ans, c'est pas la peine, ça ne changera pas grand-chose, mais 10 ans et 15 ans. Alors c'est vrai qu'un couple, on ne se met pas avec quelqu'un par hasard. Hein. Moi, je le vois, c'est que chaque individu, chaque partenaire a des préprogrammations, et c'est pour travailler justement sur des carences ou des potentiels par effet miroir. C'est-à-dire ce que n'a pas l'autre, souvent, c'est pour aller chercher les potentiels de l'autre, apprendre à les utiliser, ou à augmenter, ou l'inverse. Et de voir dans l'autre les carences qu'il a pour même parfois se modifier soi-même. C'est très initiatique, un couple. Mais bon, après, quand le travail est fini, adios muchachos, je m'en vais chérie. Nous avons fini de travailler, je dis ben oui, c'est un peu comme ça. Ça ne se fait pas par hasard d'ailleurs. Oui. L'orthographe, c'est ce qui est écrit à l'état civil? Alors il y a des fois, oui, ben, normalement c'est. Non. Alors oui, l'école, je vous vois venir gros comme une maison s'il y a une erreur. C'est ça? Oui, parce que par exemple, quand je m'appelle Corinne, j'ai été déclarée avec un Solène. Et après, on a écrit. Ah, c'est pas pareil, ça va changer. Alors non, en fait, alors tout dépend. Alors c'est compliqué dans ce cas-là, parce que si je prends l'état civil, c'est vrai que c'est l'état civil, mais ça ne sera pas la réalité parce que vos parents pensent avec 2 N. Donc dans l'inconscient de vos parents, ils ont dit je veux 2 N et ça change tout, parce que la vibration ne sera pas la même. Alors après, c'est un choix à faire. En général, c'est vrai que pour le nom de famille, je suis obligé, par exemple, le nom de famille, je suis obligé de prendre je prends l'erreur en compte. C'est-à-dire que je ne prends pas l'état civil. Parce que si je prends le nom de famille avec une erreur, c'est tout faussé, bien entendu. C'est une erreur administrative. Le sbire, il s'est planté. Bon. Voilà. Alors, il n'y a pas de hasard. Mais il n'y a pas de hasard non plus. Alors moi, j'ai eu un cas, par exemple, avec le nom de famille, où il y avait une erreur. C'est parce qu'il y avait une malédiction dans la famille, et que, en fait, cette erreur-là a amené, effectivement, au niveau des ancêtres,
à avoir effectivement une problématique énorme. Et je l'ai vu, moi, dans le truc. C'est vrai que j'ai étudié les deux. Mais bon, ça arrive rarement, quand même. Justement, on peut se poser la question, est-ce que cette erreur, puisqu'il n'y a pas de hasard, va avoir un impact sur notre application bien dans sûr. la société? Et souvent, là, j'avais remarqué, par exemple, dans ce cas-là, il peut y avoir des récurrences génétiques ou, par exemple, des gens qui, effectivement, une maladie qui va se répéter ou dans la génération, on va avoir des gens qui ont des problèmes psychiatriques, par exemple. Hein, c'est parce que, effectivement, quand on étudie avec l'erreur, on retrouve effectivement des carences ou des potentiels qu'il n'y a pas avec, sans l'erreur. Alors bon. Voilà, alors on va dire qu'effectivement, on prend le prénom, le nom de famille et la date de naissance. La date de naissance, c'est une date de naissance, c'est pas un hasard. La date de naissance, rien que le jour de naissance, déjà, c'est extraordinaire. Ça donne déjà une trame, rien que le jour de naissance. Vous êtes né le 8 ou le 12, ça a un sens. Alors avec le mois, encore mieux. S'il y a le mois, on verra plus loin. Il y a des feuilles de route. Hein, ça donne, alors il y a un axe central de la feuille de route, puis il y a des petites routes aussi, secondaires, mais qui comptent parfois pas autant. Mais, pardon? L'heure. Ben, pas en numérologie. Ah, parce que non. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas l'heure. Non, parce que l'heure en numérologie. Mais en astronumérologie, oui. Mais pas en numérologie. Non, l'heure n'est pas. On le prend pas en compte. Mais en astronumérologie, moi je fais l'astronumérologue. J'utilise l'astrologie aussi, que je mélange. Bon. Là, oui, on peut voir l'heure parce qu'il y a la position des planètes. On peut effectivement faire des investigations, mais en numérologie, l'heure, on s'en fout. Alors, il y a des écoles qui vont il faut prendre l'heure, il y a tout, hein, c'est comme tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. Moi, on ne l'utilise pas. Parce que déjà, moi, quand je fais un thème, j'ai déjà 40 paramètres, 40 nombres, 40 vibrations. Alors, si en plus je me mets l'heure dans la bulle, je me fous. La date de naissance, alors, on va dire que voilà, la date de naissance, c'est la feuille de route, c'est-à-dire la mission qui nous est assignée, la feuille de route. Alors la feuille de route, elle est liée aussi, parce qu'il n'y a pas de hasard, elle est liée aussi à la personnalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, quand vous lisez dans Paris Match, ou vous savez, dans les bouquins du type Marie-Claire, ah, vous êtes en chemin de vie 7, ça veut dire ça. Mais là, on est dans l'horoscope, hein, c'est bidon, enfin c'est bidon. Il y aura évidemment quelques évidences, c'est des généralités, mais ça ne sera pas du tout vrai. Hein, c'est beaucoup plus complexe que ça, heureusement. Bon, alors, après, voilà. Alors le prénom, par le prénom, le prénom ne nous a pas été donné par hasard. Hein. C'est vrai que les parents donnent un prénom, le choix de ce dernier est souvent d'ailleurs une projection des parents. C'est-à-dire quand on choisit un prénom, il y a deux choses. Ah, déjà, non, mais et non, on ne peut pas parce que j'ai oublié, j'ai fait un acte manqué, j'ai oublié le truc exprès. Pour compliquer, faire plus compliqué, c'est la vie. On veut toujours faire. Bon, enfin bref. Et donc, il reste, je vais vous dire, en fait ça, mais après, moi, 10%, ça nous fait un quart d'heure, ça va, après, on se passera de ça. Alors, le prénom, évidemment, il y a à la fois un choix de l'inconscient collectif, c'est-à-dire, remarquez, quand vous choisissez un prénom, à la fois, c'est à la mode. Ah, je vais choisir ça, c'est vachement original. Je vais appeler mon fils Manix, pardon, les années 70. Mais tout le monde a appelé ce... Tout d'un coup, il y a 50 000 Manix. Et en fait, c'est parce que dans l'inconscient collectif, ça traîne. Il y a un inconscient collectif, ça c'est clair. Et donc, en fait, on choisit... les parents choisissent aussi, ils font une projection parce qu'en fait, inconsciemment, dans le moi supérieur, l'âme aussi est pour quelque chose. Voilà. Ils disent, voilà, si on met tel prénom, c'est qu'il y a des qualités précises. Parce qu'on dit que c'est l'âme qui choisit. C'est l'âme qui choisit le prénom. Oui, plus ou moins. Oui, il a un libre arbitre, l'âme, comme nous. Mais non, vraiment. De la fin. Oui, parce qu'on choisit nos incarnations. Oui. Et le prénom, donc le prénom, en fait, les parents se disent, tiens, si on donne ce prénom, mais c'est inconscient. On croit que c'est les parents, mais non, oui, oui. Mais au fond, oui, alors moi je dirais que c'est plus vicieux que ça. C'est que les parents aussi, inconsciemment, ils donnent tel prénom parce qu'il aura les qualités, tel truc. Mais c'est pas conscient. Vous voyez, c'est insidieux. C'est un peu comme ça. Le prénom du père. Alors après, dans le temps, c'était le prénom du père, mais là, parce que, effectivement, on voulait perpétuer, effectivement, par exemple, souvent quand il y avait une dynastie, parce qu'il y avait des professions qui se perpétuaient, etc.,
on espérait qu'en donnant le même prénom, mais ça, qu'on allait perpétuer les qualités du père ou du grand-père. Ah oui, c'est sûr. Alors le prénom, on va dire que c'est important. On a même 30 prénoms, parce que dans l'état civil, on a 30 prénoms. Oui, mais bon, après, la vibration qui compte, c'est celle avec laquelle on nous appelle. Alors d'ailleurs, il y a un problème, c'est quand on a un double prénom. Un double prénom, ça pose un problème parce qu'il peut y avoir une dichotomie de personnalité avec deux prénoms. Il s'appelle Jean-Pierre, c'est embêtant. S'il n'y a pas un accord, pardon. Comme nous, Marie-France. Bon, on verra, tiens, on fera Marie-France. Il y a deux prénoms, il y en a un en un. Alors Marie, ça a plus de tempérament, et Jacqueline, elle est plus, on va dire, Jacqueline, elle est plus bienveillante, moins dans l'ego. Mais alors les deux se télescopent. Alors des fois, on a envie de... Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça. Ah, c'est un peu ça, je sais. Et le problème, c'est que les doubles prénoms, où ça peut... Il y a un accord impeccable, mais s'il n'y a pas un bon accord, c'est embêtant. Enfin, c'est embêtant, après, il n'y a pas tout... On peut s'arranger avec, hein. Et c'est pas un hasard non plus. Hein. Voilà. Donc ça, c'est le prénom. On va dire que le prénom, c'est la personnalité apparente. C'est l'image qu'on renvoie aux autres. C'est, disons, l'image sociale. D'ailleurs, en grec, vous savez ce que ça veut dire, persona? Exact. Oui, j'ai écrit. Ça veut dire masse. C'est-à-dire qu'en fait, le prénom, c'est là, vous arrivez devant quelqu'un, c'est les 20 premières secondes, et il serre la main. Ah, je dois être comme ça. Ah oui, ça va être sympa. Tac, tac, tac. Mais c'est pas la personnalité profonde. Hein, nous sommes d'accord. Alors j'espère qu'on pourra aller un peu plus loin. Alors après, évidemment, il y a le nom de famille. Alors le nom de famille, c'est marrant, on arrive sur la Terre avec un bagage. Et ce bagage, il y a le bagage karmique, mais aussi il y a un bagage atavique, c'est-à-dire l'atavisme. Vous savez ce que c'est l'atavisme, hein? C'est toute l'hérédité, à la fois l'inné acquis de nos ancêtres, hein, voilà, qui nous apporte. Alors ça aussi, il y a des programmations, on verra, ça dans la généalogie, on le voit très bien. Et quand on fait de la généalogie numérologique, c'est un peu spécial, hein, ça existe. Et bien on voit très bien qu'il y a des programmations de nos ancêtres qui nous retombent dessus. Bah ouais, on va faire autrement. Et en plus, c'est lié. Et ben voilà. Et c'est pas grave. Ouais, on s'en passe très bien. Et en fait, on se rend compte que ce nombre héréditaire, il y a des bagages karmiques, c'est-à-dire tout ce qu'on a fait aussi dans des vies antérieures, c'est-à-dire nous-mêmes. Tout ce que l'on a pu faire, tous les comportements qu'on a eus. Alors, je ne parle pas de punition, hein, mais, parce que là, après, on va dire, ah, mais c'est comme les religieux, dans la punition, de sanctions, de récompenses. Mais il y a un peu de ça par le karma, j'expliquerai ce que c'est le karma. Donc, si vous voulez, alors j'ai plus le guide, non, mais ça va, je sais où j'en suis. Oh, alors, le nombre héréditaire, à la fois, il y a le bagage karmique, le bagage atavique, c'est-à-dire l'inné, l'acquis, plus l'environnement éducationnel, c'est-à-dire dans l'éducation, comment? Mais c'est par hasard. Quand on arrive, on a les mêmes fréquences vibratoires que ses parents, parce que, en fait, on arrive avec des fréquences vibratoires. Une fréquence vibratoire qui va déterminer dans l'environnement où nous sommes. Parce qu'on choisit nos familles. Parce qu'on choisit la famille. Donc, quelque part, on la choisit, des fois non. Hein, je pense. C'est pas toujours. Mais enfin, on choisit ce qui est toujours le plus proche en vibration. C'est comme dans la vie. On a une fréquence vibratoire, une résonance, on va attirer les gens de la même fréquence. Hein. C'est-à-dire si les gens, et c'est une question d'aura, hein, vous connaissez l'éthérique, l'aura, c'est comme ça, et on va attirer forcément les gens qui nous ressemblent, ou qui ne nous ressemblent pas du tout aussi, ça peut arriver aussi pour nous faire avancer. Ça, alors, effectivement, après, on utilise donc le nombre héréditaire. Alors je vais prendre par exemple, sans interpréter, mais c'est intéressant, si je prends, madame, c'est vous, Marie-France. Oui, Marie-France, on est bon. Alors Marie. Voilà, on fait comme ça, hein, France. D'accord. Et votre nom de famille? Forté. Forté. Ça s'écrit comment? F-O-R-T. Ah bah oui. Voilà. Vous avez une date de naissance pour en enlever? Le 26-7. 62. Alors je ne veux pas interpréter tout de suite, c'est pour voir les outils, on verra après. Juste pour expliquer un peu comment ça marche. Quelle année, pardon? 1970. 1970. Ah. Une année 9, tiens. Vous êtes né une année 9. Si c'est de 8 et 1 9, je parle de 9. Vous êtes né dans une année universelle 9. Il faut voir que là, par exemple, cette année en France, pas en France, dans le monde,
parce que la France, elle a une année. On parlera du cas de la France avec les gilets jaunes, tout ça. Ça peut être intéressant, c'est pas ça. Il y a l'année... Je sais que je sais pas. Ah non, l'année... Aujourd'hui, on est en année... L'année universelle, c'est 3. On est en année universelle, 3. Hein, l'année dernière, on était en 2. Et évidemment, le monde suit son cours jusqu'à l'année 9. Hein. Il y aura 9 années, jusqu'à 9 nombres. Et les individus, c'est pareil. Hein. Bon, ça, on verra après. Par exemple, vous, madame, alors pour savoir comment, dans quelle année personnelle vous êtes, je fais 6 et 8. Hein. Et là, on appelle ça la clé. C'est la clé de naissance. 8 et 5, 13, 4. 9, 10, 11, attends. 9, 10, 12, 13. 4. Et nous sommes en année 3. Vous êtes d'accord? Oui, ici c'est de 8 et 5, 13. Ça, c'est la clé. Alors ça, le jour et le mois, c'est très important, parce que on dit que c'est la clé de naissance, et ça veut dire déjà plein de choses. Alors c'est lié à l'astral, à l'astrologie, puisque le 5, c'est le mois de mai, donc c'est le signe du taureau. Bon, là, c'est pas le signe du taureau, parce que c'est le signe d'après. Hein, c'est Gémeaux. Hein, donc là, c'est un lien. Hein, alors rien que déjà avec le jour et le mois, on peut raconter un livre. Hein, mais il n'y a pas que ça. Et vous, par exemple, cette année, si je prends 8, 5, 13, 4, et on est en année universelle 3, vous êtes dans une année 7. On en parlera après. Là, c'est pour donner comment on calcule. Vous connaissez un peu la numéro. Mais ça, l'année personnelle 7, si on brûle comme ça ne veut rien dire. Et vous le savez, si vous êtes numérologue, vous le savez. Je vois, parce qu'il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte. Parce que si tout le monde était en année... C'est pour ça que je déteste Marie-Claire et Paris-Match. Parce que c'est des généralités et ça ne veut rien dire parce qu'il y a bien d'autres. Déjà, il y a avec la clé compte aussi. La clé avec la déjà. Mais après, il y a d'autres choses qui te rendent en ligne de compte ta personnalité parce que l'année 7, si elle était tout le monde pareil, c'est le robot, on ne pourrait pas. Alors, là, on va faire Marie-France. En Marie-France, comment on fait? Ben, c'est simple. Hein, voilà. 11 lettres. Alors là, on est 11, on est en dessous de la moyenne. 11. 11, ben oui, 11 lettres, ok. Ça, on s'en fout pour l'instant. Autrement, on ne peut pas aller trop loin. La moyenne en France, c'est 13. La moyenne, on prend. Alors, il y a des pays, c'est 18. Hein. D'autres, c'est 7. Au Maghreb, c'est un peu moins, c'est 9, 10. Donc, ils vont prendre proportionnellement après pour ça va plus, on n'en est pas là. Alors là, 4, 1, 9, 1, 9 et 5. D'accord? Là, allez, on y va. 6, 9, 1, 5, 3. Moi, je vais vite. Ben oui. Oui, la vibration, c'est 4. Hein, c'est sûr. Alors là, voilà. Là, moi, je barre les 9. On peut barrer les 9. Normalement, il faut les compter, mais là, comme on va simplifier, parce qu'il y a aussi des paramètres où on compte tout et on ne réduit pas. C'est très important, mais là, on va pas s'en sortir. On fait, alors, 4 et 1, 5, 10. 1. Mon mari, on sait que c'est le 1. Hein, ça, je sais. Et France, évidemment, si c'est alors 9, on le barre. Là, on a 10, 13 et 1, 14, 14 et 10, 20. Donc, on va 1 et 2. D'accord? Vous le savez. Hein. Alors, 1 et 2, là, c'est vrai que dans ce cas-là, effectivement, on pourrait dire qu'il y a une dichotomie. Enfin, il faut dire qu'il y a une contradiction, parce que le 1 et le 2, plus le 1 et le 2, dans l'accord des nombres, ça ne va pas ensemble. Ça ne va pas trop ensemble, parce que le 1, lui, il veut dominer le 2. Et le 2, lui, des fois, il dit non, mais 2, il faut être plus sympa, plus convaincant. C'est un peu ça, hein, l'histoire. Mais après, c'est très général. Hein, mais en gros, ça peut créer des conflits intérieurs. Est-ce que ça vous pose un problème de conflit? Peut-être. Moi, je préfère l'appeler oui, Marie que France. Voilà. Mais, alors, Marie, a plus, c'est vrai, parce que comme c'est le 1, on verra après dans la symbolique que le 1, effectivement, c'est celui qui rayonne, qui veut dominer un peu, qui veut être, qui est dans la détermination, si on peut dire, que le 2, lui, il est plus en soumission, quelque part. Alors, il peut avoir une dichotomie, effectivement. Mais là, on est vraiment dans la généralité. Il faudra épuiser, parce qu'il y a les moyennes, les consorts. Et en généralité, voilà. Alors, c'est vrai que ça peut, et tout ça donne quand même 3, c'est une chance quand même, parce que ça donne quand même 1, vous avez un nombre, ce qu'on appelle le nombre actif, le nombre actif, donc, qui est en 3. Votre prénom donne 3. Donc, il y a une vibration 3. Alors, c'est quand même pas trop mal, hein, c'est pas un problème, mais c'est vrai que quand on décompose, il y a certainement, ça va être un peu difficile à gérer de temps en temps. Des fois, vous passez en 2, des fois, vous passez en 1. Voilà. Alors, parfois, effectivement, ça peut amener à des problématiques relationnelles. Les autres, par exemple, n'est-ce pas, madame?
Mais bon, là, on est vraiment en ras des pâquerettes. Alors, là, en plus, si je prends la pierre angulaire, là, vous avez... Si je prends, enfin, c'est la pierre angulaire. On prend 4 plus 6. Alors ça, c'est très important. Le M et le F, on a encore du 1. Alors là, à mon avis, vous préférez être le 1 que le 2. Ça veut dire, c'est une évidence. Parce que votre pierre angulaire, c'est la clé de voûte des deux prénoms. Hein. J'ai pris la première lettre et la première du deuxième. Vous êtes en 1. Donc vous êtes plus dans... À mon avis, vous allez avoir un bon caractère. Hein. On ne va pas vous laisser faire. Hein, en tout cas. Ah, vous ne laissez pas faire. Mais parfois, vous êtes le 6, vous devenez France. Alors là, vous êtes plus. Quand ça vous arrange, hein, on utilise plus. On se met en soumission. Je travaille dans les affaires. Et vous travaillez, oui, oui. Ah ben oui. Bon. Mais moi, j'ai pas assez de données là, c'est rien. Ça, si vous saviez. Bon, alors voilà Marie-France et le nom de famille Fortin. Alors, 5, RST 2, 9, 6, et encore 6. Oh, vous avez beaucoup de 6, vous. Vous vous rendez compte que vous avez 3 6, 3 lettres en 6. Pas bon, ça? Ça, c'est rare. C'est très rare. Vous le savez, c'est rare. Bon. Mais c'est bien. C'est beaucoup de choses. J'en parle après. Donc là, ça nous donne 6, 12, 12, 12, 14, 14 et 5. Ça fait même 19. Et boum, encore un 1. Oh. Vous en voulez à votre père, vous en voulez à votre papa ou pas? Mais bon, on va. Hein, vous en voulez à votre père, hein, quand même. Hein, le père, il a. Dans la jeunesse, hein, bon, il était en 1. Il était militaire. Ça a dû être sévère à la maison. Hein. Mais enfin, ça, je veux dire, c'est que des généraux. Parce que si on va au fond, pas les loin. Bon, enfin bref. Alors, ça veut dire que vous êtes 3 et 1, 4. Alors, vous avez une personnalité en 4. En ayant un prénom en 1, en 2, oui, c'est intéressant. Ah, écoutez, on en parlera tout à l'heure, parce que je ne veux pas vous en dédiacer. Mais bon, parce que moi, je voudrais qu'on parle de la symbolique des noms. Parce que si on ne sait pas, je dis le 4, je veux dire, mais eh oui, donc on va. Les anges, non, le 4. C'est les anges. Les anges. Ah non, il n'y a pas plus de matière. Non, le 4, c'est le carré. La matière. Vous êtes dans le business. Je suis dans le pétrole. Non, voilà, c'est pas pour ça même. C'est très saturnien, c'est 4, carré. On a une personnalité qui permet commercial ou plutôt commercial. Le commercial, oui, pourquoi pas. Alors, évidemment, avec un prénom 1, avec du 3, on a quand même le prénom 3, alors là, pour se présenter en 3, vous verrez pourquoi. On va faire la symbolique des noms. Autrement, on ne va pas comprendre. Bon, allez, on y va. Alors, le 0, on en a parlé, du 9, on en parlera. Le 1, alors, vous allez travailler là, moi je vais vous faire travailler, on passe à l'atelier, c'est vous qui avez le livre. Alors, à votre avis, c'est quoi le 1? Le père, ça m'intéresse. Oui, le père, bien sûr. Bah, avant tout, bon, le père, je peux le mettre maintenant, enfin, avant ça, c'est. Alors, ça, c'est bien après, on est dans les extensions, je veux dire, la caractérologie principale. On en a parlé tout à l'heure. C'est le début, mais c'est le début, c'est aussi, surtout, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le principe d'unité. On est dans l'élargissement. On peut commencer à venir vers vous. Le père, oui, alors principe d'unité, hein, bien sûr. Alors j'ai une élève, là, elle va s'ennuyer, parce qu'elle a déjà fait des cours, enfin, elle fait des révisions. Principe d'unité. Oui, alors c'est la source, donc c'est l'unité, c'est la conscience universelle, c'est la première source qui va émaner et dont les autres chiffres vont sortir, évidemment, c'est logique. Alors là, on l'associe à quelle planète, là, votre avis? Quelle planète on peut associer le nom? Non, pas de... Ah, eh oui, le soleil, bien sûr. Et la Vénus, ce sera le 2, devant, le soleil. Parce que chaque nom a une correspondance aussi astrologique, bien évidemment, et dans les tarots, pour certaines, parce que là... alors, soleil, hein, c'est la planète du 1. Évidemment, tout émane, la lumière, tout émane, effectivement. Alors, évidemment, ça, c'est dans le cosmos. On est au niveau cosmique, là. Hein. Donc, on va dire que le 1,
comme il représente tous les chiffres, évidemment, là on est au niveau cosmique, qu'est-ce qu'il peut représenter pour l'individu? C'est-à-dire, il fait des extensions, effectivement, il va représenter quoi? Pour un individu, là on était dans le macrocosme, le soleil, c'est le principe d'unité, tout ça. Au niveau de nous, ça va être quoi? Ah, tiens. Alors avant, je dirais avant l'ego, oui, bien sûr. Le mental, l'organe mental, l'orchestre. Évidemment, après, on va parler de l'ego, bien sûr. Le 1 va représenter l'ego, par extension, puisque c'est notre unité à nous, nous on fonctionne, notre unité à nous, c'est l'ego. Et le mental. On ne peut pas s'en passer, comme je dis, on ne peut pas se passer de l'ego. Bon, alors l'ego, le mental, si on va plus loin, effectivement, là, on va donner des qualités à ça. Par exemple, si vous avez un ego trop fort, on va parler de quoi? Ouais, oui, l'égocentrisme. On peut le marquer. Mais c'est lié à quoi? L'ego, c'est quoi aussi l'ego? C'est quant à soi, mais je veux dire, ça représente quoi? Quand on a beaucoup d'ego, ça veut dire qu'on s'aime. Donc c'est les... Oui, mais avant, ça parle de quoi? De l'estime de soi. L'estime de soi. Alors effectivement, tout ça... Alors si on va plus loin, confiance en soi. C'est un peu pareil, mais c'est pas tout à fait. Confiance en soi, d'accord? Donc tout le 1, on va donner des qualités qui gèrent le 1, qui est géré par le 1. Évidemment, c'est tout ce qui est mental, égo, donc par extension, par déclinaison, on va retrouver évidemment l'estime de soi, la confiance en soi, etc. Alors évidemment, dans les deux sens. Alors après, on verra qu'effectivement, on peut décliner, parce que comme il y a 3 plans, pourquoi il y a 3 plans? Parce qu'il y a le physique, l'affectif, hein, et l'intellect. Hein, donc il y a le cérébral. Alors là, dedans, je suis divisé, il y a 3 plans, on va dire. D'ailleurs, par exemple, si je prends une lettre, si je prends n'importe quelle lettre, je prends une P. Là, vous avez, ça c'est la symbolique des lettres. Hein, c'est très intéressant, parce que les lettres, ça parle beaucoup, hein, c'est énorme. Les lettres, c'est fabuleux. Si je mets un A aussi là, qu'est-ce qu'on voit? La tour Eiffel, un peu avec. Alors on voit ça, c'est le cérébral. Dans cette partie-là, c'est le cérébral. Là, c'est l'affectif. Et tout en bas, là, enfin là, c'est le physique. Alors, ça, c'est-à-dire, par exemple, dans la symbolique, on peut dire qu'au niveau physique, par exemple, le 1, ça va représenter quoi? La niaque, la vitalité. Ça va être la vitalité au niveau physique. Vous sommes d'accord? D'ailleurs, les gens qui ont beaucoup d'1, c'est des super sports. En général, hein, les gens qui ont beaucoup de 1, ils ont une force physique, ils tombent rarement, moins souvent malades que ceux qui sont en d'autres vibrations. Oui, pardon. C'est la vérité, oui, parce qu'il y a, parce qu'il y a la niaque. Comme le 1, il y a de la niaque, mais vous n'êtes pas 1, le 4. Mais c'est vrai que vous avez un peu de nombre. Vous avez un nombre unitaire en 1, donc vous avez bénéficié, effectivement, logiquement, des qualités dans la lignée, effectivement, de forces actives vous devez avoir beaucoup d'énergie. C'est l'énergie, le 1, c'est l'énergie, la puissance de l'énergie. C'est vrai, hein? Ah, mais c'est le travail qui demande beaucoup aussi. Ben, ça tombe bien, oui, les choses sont bien faites. Ah. Alors, physique, vitalité, ok? Voilà. Par exemple, les sportifs, il y a du 1 et du 5, on verra pourquoi. Le 5, c'est la mobilité, le symbole de la mobilité. Alors, les gens du 5 et du 1, c'est les sportifs. Ça y va, ça bouge. Sur le plan affectif, évidemment, alors il faut voir que là-dedans, c'est intéressant parce que il y a toujours, tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir, et il y a toujours le pendant des choses. C'est-à-dire que là, on peut, si on n'a pas assez de 1, par exemple, et puis si on en a trop, donc on va raisonner en carence ou en excès. D'accord? C'est logique. Donc au niveau affectif, par exemple, si on a trop de 1, on va être possessif, par exemple. On va être un peu accaparant. Tout ça, voilà, on va parler de possession, de possessivité, hein, au niveau affectif. Les séducteurs, par exemple, les
les Casanova, hein, pas mal de 1 pour pouvoir séduire, parce qu'ils ont un charisme, ça rend un charisme, au niveau cérébral aussi, parce que si on est beau parleur, vous voyez, on parle de charisme, de rayonnement, avec des gens qui brillent et des gens qui rayonnent. Voilà. Charisme, voilà. Alors aussi, si on pousse à l'extrême, quelqu'un qui aurait beaucoup de 1, qui aurait par exemple personnalité 1, avec plein de lettres en 1, par exemple, qu'après vous, madame, enfin, là je vais pas aller plus loin, mais parce qu'on va faire la symbolique de chaque langue, on verra après. C'est vrai que ça peut amener au jusqu'au boutisme, à l'extrémisme. Là, c'est évident. Donc, bon, il ne faut pas trop avoir d'ego non plus. Hein. Alors, il y a des gens qui ont des gros égos, d'autres qui n'en ont pas assez. Il y a des gens qui n'ont pas de nulle part. Alors, eux, souvent, ben, ils n'ont pas de confiance en eux. Ils ont un problème d'estime de soi. Mais pas toujours, hein, parce qu'il faut prendre en compte d'autres paramètres. Alors, on est le 1. On passe au 2. Symbolique du 2. Je continue, ça vous intéresse ou c'est pas mal. Des questions? Est-ce que vous avez des questions? Le 2. À mon avis, alors là, le 2, c'est, si je prends une planète, ça serait quoi? Oui. La lune, alors la lune. Et oui, c'est la lune. La lune. C'est ce que disait Cocteau, disait la lune, l'autre, deux choses l'une, l'autre c'est le soleil. C'est la lune, deux choses l'une, l'autre c'est le soleil. Ah, mais c'est la bonne. mer, le 2? Pardon? C'est la mer? Eh oui, c'est la mer, forcément, c'est le féminin. Alors vous avez le 1, c'est yang, hein, c'est le pôle masculin, bien entendu. Et, oui, et le 2, c'est le yin, hein, c'est le pôle féminin, bien évidemment. C'est logique. Alors évidemment, alors c'est vrai qu'il y en a un, alors tout à l'heure je disais que le 1 était émetteur, forcément, le 2 est récepteur, c'est le récepteur. Alors il y a une notion importante aussi dans le 2, c'est que quand le 1 était tout seul, c'est tout seul, il était d'accord ou pas d'accord avec lui-même, donc il n'y a pas de problème. Avec le 2, il y a une notion de la dualité, bien sûr. Donc là, naît à partir du 2 la dualité, c'est-à-dire les forces opposées. Donc il y a une force positive et une force. Hein. C'est dommage parce que là, j'aurais eu. C'est bête parce qu'il y avait aussi pour la loi de l'attraction, c'était intéressant. Le récepteur. Tu peux pas mettre ta clé USB sur votre ordinateur parce qu'il fonctionne? Mais non, on n'arrive pas. Non, mais le mien. Moi j'ai un PC. Comment? Ah bah t'as. Ah bah oui, ah oui, mais. Mais c'est pareil, j'ai pas de fil, mais il y a pour Il l'instant. reste une heure peut-être. Oui, il reste au moins une heure. Ah bah voilà, on n'y a pas pensé. Si, j'y ai pensé. Non, on n'y arrive pas. Non, parce que t'as pas le logiciel pour lire le PowerPoint. Il faudrait télécharger Microsoft, machin, Office. Ah ben on est sauvé parce que ce sera quand même plus grand. Mais tu as la prise et tout? Non, T'as pas d'adresse, non, t'as pas d'identité, t'as pas d'identité. Ah non, pas d'acheter. Alors t'es bon. Et C'est ça, bon, pareil. non, parce que là, c'est pas par contre, t'as pas un cordon USB parce qu'on aurait rechargé celui-là par rapport à ça. Un cordon USB? Oui, ben oui, on aurait rechargé. Je sais pas de USB. Ben non, pas grave. Donc le récepteur, la lune, le récepteur. On remarque que Je referme. ça me donner des éléments. Je vais aller sur mon site internet parce que J'ai le chargeur peut-être que ça peut recharger un peu le. Ah, c'est génial, merci. Oui, parce que ça va recharger là. Dans un quart d'heure de la lune, ça pourrait être bon. Ah, mais ça passe pas? Ah, si. Bon, allez. On va, il rester 10 minutes, mais il faut. Est-ce que ça va marcher? Ah, c'est pas 10 minutes. Non, ça marche pas. Qui c'est qui a dit qu'il y avait un chargeur téléphone? Un chargeur? C'est l'inverse. Ah oui, c'est l'inverse, il charge. Qui charge le téléphone et jamais le. Mais non, il ne sait pas, c'est vrai, t'as raison. Eh oui. Eh oui, tant pis. Non, non, mais bon. Ah oui, il faut détonner parce que je vais suivre un truc. Mais bon, ça va. La lune, le récepteur, donc effectivement, c'est le yin, c'est le féminin, évidemment. La mère. Alors, non, la dualité,